Bonjour et bienvenue sur le plateau de Jeunesse en Action, une émission qui vous est proposée par l'ONG Ourou en partenariat avec l'ONG Accor. Jeunesse en Action est une émission qui met la lumière et qui donne la parole à la jeunesse centrafricaine, qui joue un rôle crucial pour le relèvement de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important pour l'avenir et surtout pour la construction de la paix en République centrafricaine. Nous allons parler de l'accord pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, donc connu encore sous le nom de l'APPR-RCA ou comme la population l'appelle, l'accord de Khartoum. Et pour en parler sur le plateau, nous avons aujourd'hui à ma droite Gilles Christ. Gilles Christ Delors Molenguela. Je suis le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse, qui est une plateforme fêtière de toutes les organisations de jeunesse qui a pour vocation de défendre ses intérêts, de le mobiliser et d'apporter un soutien à son épanouissement. Merci infiniment Gilles Christ. J'ai aussi avec moi Monsieur l'ambassadeur. Amazon Taouga Sébastien, je suis le chef de mission de l'ONG Accor ici en Centrafrique. Merci beaucoup. Et à ma droite, j'ai Monsieur Emery. Monsieur Emery Ogbami, représentant du Conseil national de la jeunesse au sein du comité exécutif et de suivi de l'APPR, accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, signé le 6 février 2019 à Bangui. Merci beaucoup Emery. Et j'ai Maxime. Brézé Maxime Dobé, je suis membre permanent du Conseil national de la jeunesse, juriste de formation et en même temps expert en gestion, prévention et règlement de conflits en République centrafricaine. Merci beaucoup Maxime. Et donc, comme je l'ai souligné, aujourd'hui nous allons parler de cet accord. Cet accord a fait beaucoup de bruit, signé le 6 février 2019, un peu plus de 2 ans maintenant que cet accord a été signé. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'évolutions sur la situation en République centrafricaine. Mais avant ça, j'aimerais revenir et me tourner vers l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du travail que fait Accor autour de cet accord de paix, avant que nous puissions rentrer dans le détail de nos discussions? Merci beaucoup. Notre ONG Accor a pour mission le règlement de conflits sur le continent africain. Le gouvernement centrafricain a demandé à ce qu'Accor puisse venir aider dans le domaine de la préparation du dialogue qui a eu lieu à Khartoum. Une fois ceci fait, nous avons préparé bien entendu les négociateurs centrafricains à cet accord. Et quand nous sommes rentrés, nous avons accompagné la mise en œuvre de l'accord. Nous sommes toujours dans ce processus. Donc, Accor a joué un rôle, nous pensons, assez intéressant. Et c'est sans doute aux Centrafricains de l'apprécier. Mais nous sommes toujours avec eux pour l'accompagnement dans cette activité très importante pour ce pays. Et je tiens à souligner à nos téléspectateurs que la rencontre que nous organisons aujourd'hui depuis quelques temps autour de l'émission Jeunesse en Action est portée et appuyée par l'ONG Accor, donc qui a présenté un projet au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, donc le PBF, et c'est ce qui nous a permis d'être aujourd'hui ici. Nous en parlerons un peu plus en détail après. Mais je tiens à revenir encore sur la place de l'accord aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général Gilles Christ, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle que le Conseil national joue aujourd'hui autour de cet accord, avant que j'en revienne à monsieur Emery? Merci beaucoup pour la belle question, Chrissy. Je pense que l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, qui est d'ailleurs le 13e, la jeunesse espérait que cet accord allait répondre à tous les besoins. Dès après la signature, tout ce que nous attendons de cet accord, c'était la libre circulation, c'est-à-dire la liberté, que chaque jeune puisse être libre pour vaquer librement à ses occupations, qu'aujourd'hui on puisse avoir la paix, pour qu'au moins tous les jeunes puissent vaquer librement à leurs occupations, chercher de quoi manger, etc., etc. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que certains membres de cet accord ont pu violer les clauses, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le contrat, tout ce qui a été accordé, il y a eu violation multiple de part et d'autre. Et aujourd'hui, nous pensons que l'accord n'est pas tellement caduc, mais aujourd'hui, l'accord pose un peu de problème pour nous qui sommes jeunes. Et qu'est-ce que nous avons fait? Sur l'appui technique et financier de l'ONG internationale Accor, nous avons mis en place un comité avec le soutien de l'ONG Ourou, un comité de suivi au milieu jeune. Nous avons organisé des rencontres avec les facilitateurs, avec les garants, pour avoir une vie claire, pour poser le problème de la jeunesse, qui aujourd'hui se lamente. Et donc, c'est en posant ces problèmes que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a des problèmes, il y a des en dessous, il y a un ça ne va pas, qui aujourd'hui, il faut amener un peu de toilettage pour que ça soit réglé. Et je pense que nous avons rencontré le représentant de la CEAC, l'Union africaine de la MINUSCA, pour en parler. Et donc le Conseil national de la jeunesse mène des actions allant dans le sens de booster toutes les parties prenantes justement à pouvoir revenir sur leurs décisions, sur leur engagement pour mettre en œuvre effectivement l'accord.
Merci beaucoup, Gilles Cris. Et je tiens à revenir d'ailleurs vers Emery, parce que non seulement on a le Conseil national de la jeunesse qui est très engagé, comme on l'avait dit, grâce à l'appui de l'ONG Accor, mais on retrouve aussi une dynamique avant l'appui de Accor, au fait, qui a été mise en place, où on trouve un représentant au fait, de la jeunesse auprès du comité exécutif de suivi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce comité exécutif et le rôle que la jeunesse joue dans ce comité ? En fait, au sein de ce comité, la jeunesse est représentée. Toutes les actions et toutes les évaluations, en fait, ce comité joue un rôle très important pour le suivi de la PPR. Quand vous êtes sans ignorer que l'accord a été signé entre le gouvernement et les 14 groupes armés. Donc nous nous réunissons chaque mois pour pouvoir définir des actions, pour pouvoir veiller à ce que les clauses de cet accord-là soient appliquées. C'est ce que nous faisons. Nous faisons la réunion, tous les représentants des groupes armés sont représentés avant les événements là, de la CPC. Il y avait tous les représentants des groupes armés qui prenaient part à nos réunions, à nos séances du comité consultatif et de suivi de la PPR. Donc nous définissons toutes les actions ensemble et puis bon, nous prenons toutes les initiatives de manière en commun accord. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'en représentant la jeunesse au sein de ce comité exécutif, est-ce que vous avez le sentiment quand même que la voix de la jeunesse est entendue par ce comité et par les participants à ce comité? La voix de la jeunesse, c'est que la jeunesse veut la paix. La voix de la jeunesse, c'est que, comme a dit le secrétaire général du CNJ, que la jeunesse puisse vaquer librement à ses occupations, que la jeunesse puisse s'épanouir, que la jeunesse puisse avoir l'accès à l'éducation, à la santé, que la jeunesse puisse vivre comme tout autre jeune au monde. C'est ça, c'est ce que nous nous battons pour que, voilà, que ça soit de manière effective en République centrafricaine. Parce que c'est ce que nous voulons, la jeunesse. Et nous voulons la paix. Et puis pour qu'il y ait la paix, il faudra que les deux signataires de cet accord-là puissent prendre en sérieux leur engagement pour que la jeunesse puisse avoir la paix. Et je me tourne vers Maxime. Maxime, vous êtes un échantillon de la jeunesse centrafricaine, qui est bien sûr membre du Conseil national de la jeunesse, mais qui au fait suit l'accord de loin. Est-ce que vous avez le sentiment là, après le fait que la présentation de l'ambassadeur en disant qu'il y a quand même un engagement, il y a un cadre qui a été créé pour favoriser une contribution de la jeunesse, le travail que fait le Conseil national de la jeunesse, le fait qu'il y ait un représentant de la jeunesse au niveau du comité exécutif de suivi. Est-ce que vous retrouvez dans toute cette dynamique? Effectivement, vous savez que cet accord était vraiment un ouf de soulagement pour la population en général, et en particulier la jeunesse centrafricaine. Et effectivement que la jeunesse est représentée dans le suivi de cet accord, mais malheureusement, la voix de la jeunesse et surtout de la population même en général n'est pas prise en compte, puisque vous voyez que dans cet accord regroupe beaucoup plus les groupes armés et le gouvernement, et l'accord a beaucoup plus la valeur politique que juridique, pour ne pas dire social en tant que tel. Parce que vous allez voir que l'aspiration de chaque partie dans cet accord qui a fait que nous sommes arrivés à ce que nous traversons aujourd'hui. Le retrait d'Azan et les autres, voilà, avec ce que nous traversons, le pays encore est tombé dans le chaos. Et les efforts qui ont été fournis pour le retour définitif à la paix est plongé dans l'eau. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la population se pose beaucoup plus de questions. Parce que la population aspire qu'à la paix. Il n'y a que la paix qui est la voie du développement que nous tous nous aspirons. Même tout ce que nous faisons aussi, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas être autour de ce plateau pour échanger. Et donc voilà. Donc c'est par rapport à ça. Donc beaucoup plus aujourd'hui, la voix de la jeunesse, beaucoup plus, n'est pas encore ce que nous aspirons, n'est pas encore ce que nous attendons. Monsieur l'ambassadeur, vous travaillez sur cet accord, vous êtes... on va dire vous servez même de pont entre cet accord et puis le conseil et les jeunes de manière générale. Qu'est-ce que les commentaires que vient de faire Maxime, qu'est-ce que vous en pensez? Pour le travail que vous faites, vous, au plus près d'ailleurs du centre de décision. Oui, merci beaucoup, Cassie. Je comprends naturellement les préoccupations de la jeunesse, mais sachez que dès le départ de ce projet que nous avons avec la Conseil national de la jeunesse,
nous avons commencé par faire une étude globale, statistique, pour savoir quels sont les besoins de la jeunesse. Les uns identifiés, nous pensons que les jeunes doivent être absolument impliqués dans ce processus. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, nous sommes en train de mener des activités avec les jeunes pour aller prendre une certaine expérience au niveau des ministères et pour qu'on puisse les amener à un moment donné à rentrer dans le processus de prise de décision. Alors, les jeunes travaillent dans les ministères grâce à cet appui et nous sommes convaincus que ceci va apporter quelque chose pour les jeunes qui demain progressivement vont prendre la relève de ceux qui gouvernent notre pays aujourd'hui. Nous sommes dans un mouvement de rotation, la vie c'est comme ça, et il est important que la RCA, un peu comme la RCA, où nous avons une majorité énorme de jeunes dans la société, comme des femmes d'ailleurs, ces deux composantes méritent à ce que leur voix soit absolument entendue et le gouvernement n'a pas d'autre intérêt que d'écouter la voix de la jeunesse, la voix de ceux qui demain vont prendre la relève de ce pays. Et vous avez donc ce sentiment quand même que cette voix, parce qu'on sent quand même une jeunesse qui est très engagée. Je pense que d'expérience, je fais partie de la jeunesse quand même, mais d'expérience, je pense que c'est l'une des rares fois dans l'histoire de la République centrafricaine où on voit autant d'engouement et une place de plus en plus importante au fait à la jeunesse. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi au niveau du Conseil national? Merci beaucoup, Christian. Je pense que nous avons ce sentiment. Et aujourd'hui, comme l'a dit l'ambassadeur, grâce aux actions menées par l'accord, nous sommes arrivés à détecter un certain nombre de problèmes au niveau de l'arrière-pays qui, justement, entravent la mise en œuvre effective de cet accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le projet vers une mise en œuvre effective de l'accord de Khartoum, sur appui technique et financier de l'ONG internationale Accord, nous sommes descendus à Bossangwa. Or, dans l'accord politique de la paix, il était aussi inscrit que dans chaque comité mixte de paix, c'est-à-dire les CEMOP, dans les préfectures, il doit y avoir un représentant de jeunes. Oui. C'est écrit, mais la pratique a posé problème. Donc, il a fallu que nous déportons à Bossangwa pour aller échanger avec les jeunes et voir comment est-ce que eux, dans leur localité respective, ils organisent la mise en œuvre de l'accord. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun représentant de la jeunesse au sein du comité local. Et donc, on était obligé d'aller faire un plaidoyer auprès du préfet pour le lui expliquer conformément au dispositif de l'accord. Et c'est comme ça que le préfet a pris bonne note. Et aujourd'hui, il y a un représentant de la jeunesse qui a intégré le groupe. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'au fur et à mesure, nos voix sont entendues. Oui. Mais, bon, ce n'est pas encore tellement ça. C'est pas... Oui. Allez-y. Parce que nous pensons que la vie de ce pays repose sur la jeunesse. Vous êtes d'accord avec moi que la jeunesse constitue 70 à 72% de la population. Et donc, son poids démographique est un atout pour le développement. Mais pour qu'on puisse développer cette jeunesse, il faut qu'on puisse l'écouter. Il faut que sa voix soit entendue. Il faut qu'on l'associe dans les sphères de prise de décision, comme l'a dit l'accord. Mais aujourd'hui, partout, on est en train de booster avec l'intégration des jeunes experts dans les ministères. Et nous suivons ce dossier de près. Alors, hier, on a tenu une réunion avec eux, pour une réunion d'évaluation, pour voir comment est-ce qu'ils sont associés, est-ce qu'ils sont devenus stagiaires coursiers, ou bien parce que la pratique aujourd'hui, quand les stagiaires arrivent, beaucoup plus en les têtes de coursiers et autres. Donc, on a tenu une réunion avec leurs superviseurs, qui sont des directeurs généraux, qui sont comment on appelle ça, les directeurs des ressources au sein du ministère. Et avec eux, on a essayé d'échanger, on a vu que non, ça va. C'est cette considération qui est en train d'être... qui est très attendue depuis un certain temps. Ils sont en train d'être associés dans les sphères de prise de décision, dans les grandes réunions, et donc on espère bien que ça va encore... C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça nous ramène au fait à un élément un peu particulier. Emery, vous faites partie au fait du comité exécutif de suivi, et c'est intéressant de voir que vous êtes dans le monde au fait de la sphère de prise de décision, ou du moins on va dire qu'une sphère d'accompagnement à la prise de décision dans une certaine mesure. Comment vous impliquez des jeunes, par exemple, comme Maxime, qui ne sont pas directement dans le circuit, ou les jeunes encore de province, dans la manière, dans la représentativité que vous avez auprès du comité exécutif? Moi, avec vous, avec ONG Uru, sur l'appui financier de l'UNFPA, j'avais organisé une descente dans tous les 8 arrondissements, y compris Bimbo et Begwa.
J'ai été également dans Kémo pour faire la restitution, c'est-à-dire pour montrer à la jeunesse centrafricaine ce qu'est le fonctionnement du comité exécutif et de suivi. Comment ça se passe et où est-ce qu'on en est, quelles difficultés nous avons rencontrées, quelles solutions projetées. Donc nous avons j'avais échangé avec beaucoup de jeunes et j'en ai profité pour prendre acte de leurs préoccupations, pour toucher du doigt la réalité, afin que lors de notre réunion, je puisse défendre encore valablement la jeunesse centrafricaine. Et quel a été l'accueil au fait de vos interventions sur le terrain? Est-ce que les jeunes ils semblaient... parce qu'effectivement, l'ambassadeur en a parlé, cette étude qui a été menée au fait c'est une étude de perception aussi, hein, et d'attente surtout sur l'accord. L'un des éléments qui ressort, c'est que quand même les jeunes soutiennent l'accord. Et est-ce que vous avez ressenti ce soutien-là? Oui, les jeunes soutiennent l'accord parce que les jeunes veulent la paix. Mais en fait, ce que j'ai constaté, beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'accord, ne maîtrisent pas l'accord. Donc, il y a un problème, il faudra mettre beaucoup plus l'accent sur la vulgarisation de l'accord. Oui. Donc, expliquer le contenu, l'importance de l'accord. Parce que certains jeunes, du fait de ne pas connaître l'accord, peuvent tomber dans la diffamation, peuvent tomber dans la désinformation, et ce n'est pas bien. Donc, il est important d'expliquer à la jeunesse centrafricaine, toute la jeunesse centrafricaine, aller jusqu'au plus profond, parce que nous avons eu beaucoup d'accords. Oui. Et pour les jeunes, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc, il y a un sentiment de fatigue, de méfiance. Et puis bon, ils sont là, ils attendent pouvoir. Mais ces jeunes veulent la paix. Ils veulent la paix et ils veulent coûte que coûte que cela soit c'est-à-dire que ça soit un dernier accord. C'est le dernier accord de la République centrafricaine. Nous ne voulons plus avoir un autre accord. On va revenir dessus parce qu'il y a l'actualité aussi qui bat son plein et on va revenir sur l'évolution des choses dans quelques minutes. Mais j'aimerais revenir sur un point et me tourner vers Maxime. C'est surtout le niveau on parlait du niveau d'accueil de l'accord vis-à-vis de la jeunesse, mais j'aimerais parler des jeunes femmes. Et je tiens à m'excuser auprès de nos téléspectateurs. On aurait aimé avoir des jeunes femmes avec nous, mais à la dernière minute, à l'enregistrement, elles ont décommandé leur présence. Mais n'empêche, bon, je suis là, n'empêche. Mais je me tourne vers Maxime. Maxime, tu travailles avec les communautés, tu vis avec les communautés, tu échanges avec eux. On remarque dans les résultats de l'étude menée avec appui de Accor, c'est que ce sont plus les jeunes hommes qui sont conscients, au fond, qui sont au courant de l'accord. Selon toi, qu'est-ce qui bloque au fait au niveau des jeunes femmes? Bon, aujourd'hui, ça c'est un réel souci. Présentement, avec ce que nous faisons, nous travaillons autour de cette thématique pour pouvoir, c'est-à-dire encourager les jeunes filles beaucoup plus à participer soit à la vie sociale, à la vie politique de leur pays. Mais le réel souci pour le moment, c'est par rapport, on peut le dire, au niveau de formation. Si vous rentrez, par exemple, vous allez au niveau de lycée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de filles au niveau de premier cycle, second cycle et à l'université. Dès première année, il y a beaucoup de filles. Mais arrivé à partir de troisième année, licence, master en allant, vous allez voir que la flèche est en baisse. Est-ce que vous pensez, et donc, ce qui fait que... Vous pensez vraiment qu'il y a un lien étroit entre... parce que c'est aussi jouer son rôle de citoyen que de suivre au fait le contenu de cet accord et ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a un lien direct entre l'éducation et le niveau d'éducation et le suivi de... Effectivement, la personne qui est instruite doit peut-être aspirer à être à jour à l'actualité de son pays, l'actualité politique, le développement, tout ça, etc. Et lorsqu'on n'est pas instruit, généralement, on néglige tout. On pense que non, voilà, ça c'est pour les politiciens et autres, voilà, tout ça. Et donc, on se désintéresse de ça, alors que c'est quelque chose qui touche à notre vie quotidienne. Et donc, voilà, à mon avis, mon analyse personnelle, je me rends compte qu'effectivement, ça touche aussi au niveau d'éducation également. Parce que si vous voyez, le taux d'analphabétisme est vraiment trop élevé du côté des filles en République centrafricaine. Ça, vous allez faire même les statistiques, vous allez vous rendre compte que vraiment, c'est en décroissance, en tout cas, du côté des filles. Donc, je crois que c'est tout ça là qui les démotive également. C'est-à-dire, ils sont comme des ignorants, quoi. Donc, ce qui fait que, voilà, ils ne suivent pas très bien les actualités, ce qui fait que, voilà. Et donc, même dans la participation, si vous allez voir dans la représentativité des jeunes, tout ça, etc., dans le suivi ou au niveau des organisations de la jeunesse, très peu de filles y participent à la vie sociale de la République centrafricaine. Monsieur l'ambassadeur, je me tourne vers vous parce que
c'est ce qui revient souvent. Et l'étude nous a prouvé le contraire dans une certaine mesure. Parce que autant, bon, beaucoup ont mis en avant le fait que l'analphabétisme justifie le fait que les jeunes femmes ne suivent pas de près ou ne s'engagent pas pour la promotion ou le suivi de l'accord. Mais est-ce que vous pensez que vraiment c'est juste ça? Non, c'est une bonne occasion que vous me donnez maintenant pour rebondir sur un élément essentiel. Autant on fait un projet avec les jeunes, nous, Accor, nous faisons un projet avec les femmes et les jeunes filles leaders, puisque nous préparons aussi la relève. Hier, nous avions à l'hôtel déjà une session de plaidoyer pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles leaders. Nous avons dans le pays un programme d'instaurer un réseau de femmes. On l'a déjà fait pour Bangui, les 8 arrondissements de Bangui. On l'a déjà fait à Bimbo, à Ombelapoko. On l'a fait déjà à Lobaye. On l'a déjà fait à Sibut. Donc, on est en train de faire en sorte que dans toutes les préfectures, nous ayons un réseau de femmes qui au niveau national, on va fédérer, faire un seul réseau de femmes, mais réparti sur l'ensemble du territoire national. Là, nous avons une conviction forte que l'activité que nous menons avec les femmes et les jeunes filles leaders va compléter les préoccupations que vous relevez ici pour ce tableau. Mais, je l'ai dit au départ, les femmes, les filles, les jeunes constituent les segments les plus importants de la nation. Aucun politicien ne peut éviter cette affaire, ne peut occulter. Donc je crois que tous ceux qui participent aux activités de développement de ce pays vont dans cette direction pour appuyer à la fois et les jeunes et les femmes pour le même but. Effectivement, et je pense qu'il y a un travail qui se fait. Tout à l'heure, on parlait de la représentation des jeunes dans les sphères de décision, les sphères de prise de décision. On a une jeune femme quand même qui est présidente du Conseil national de la jeunesse, qui est un fait marquant en fait pour la République centrafricaine quand même, et qui porte aussi la voix de cette jeunesse-là, pas seulement au niveau des autorités nationales, mais aussi les plaidoyers au niveau des partenaires au niveau international. Est-ce que son représentant qui est là, donc le secrétaire général, peut nous en parler un peu plus du travail qui est fait aussi par la présidente et son équipe aujourd'hui, en plus de ce qui est fait avec Accor? Merci beaucoup. Je pense que il y a un travail qui se fait dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes rendus compte que la jeune fille, ou encore les jeunes femmes centrafricaines, il y a des raisons multiples qui les empêchent à participer à la vie de la société. Nous avons des pesanteurs socioculturels qui pèsent justement sur ces jeunes dames-là avec les considérations traditionnelles et culturelles qui ne leur donnent pas l'occasion ni la possibilité d'aller à l'école. Alors, on est obligé aujourd'hui de mettre en place un mécanisme, même au sein du Conseil national de la jeunesse, lorsqu'il y a une activité de mobilisation de la jeunesse, nous mettons en exergue la question de la parité. C'est-à-dire que quand on doit mobiliser 20 jeunes, il va falloir qu'on ait 10 jeunes filles et 10 jeunes garçons. Pour permettre à ces jeunes-là de s'activer et de se désintéresser un peu de cette pesantelle culturelle et de s'engager dans la vie en société. Comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, nous préparons aujourd'hui les relèves. Nous sommes la relève du demain. Mais il va falloir que cette préparation soit équitable, et avec les jeunes filles et avec les jeunes garçons. Et c'est ce travail que nous faisons, même avec l'ONG Accor. Au sein du Conseil national de la jeunesse, on a un chargé de programme, Jean, qui est là, qui est aussi une jeune fille, qui s'occupe de cet aspect genre. Vous savez que le genre prend en compte la dimension hommes et femmes. Et donc, ça permet en sorte qu'il y ait au moins égalité et équité dans les partages des tâches, dans la mobilisation des jeunesses, pour booster un peu les jeunes filles à sortir de cette considération que ce sont les hommes qui doivent être devant et que les femmes doivent être derrière. Non, nous voulons également pousser. Et aujourd'hui, la présidente du Conseil national de la jeunesse, c'est une jeune femme. Elle est une femme, elle est une jeune femme. Et donc, elle se bat de partout avec les partenaires pour promouvoir la jeunesse et surtout les jeunes femmes avec un réseau. Elle a même coordonné dans le passé un réseau des jeunes filles élites. RFED. Donc, je réseau des femmes élites pour le développement. Donc, avec cette vision, nous allons l'appuyer pour qu'au moins les deux catégories sociales puissent s'activer pour le développement. Parce que rien ne peut se faire sans l'apport des jeunes. Effectivement, et donner la parole aux jeunes femmes, c'est clé au fait aujourd'hui pour la démarche de la construction de la paix. Pour en revenir au fait à l'accord de paix, Monsieur l'ambassadeur, je me tourne vers vous avant de repartir vers Emery et vers Maxime. L'actualité. Il s'est passé beaucoup de choses depuis les élections.
avant les élections, pendant les élections, après les élections. Et aujourd'hui, le chef de l'État a déclaré, a demandé qu'on organise une consultation en vue de la préparation d'un dialogue républicain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces évolutions, s'il vous plaît? Très bien. Fixons les idées sur l'actualité, comme vous le dites. Le 6 février 2021, le chef de l'État, dans son discours à la nation, il est revenu sur la nécessité d'évaluer l'accord de paix. Il a instruit son Premier ministre de mettre en place une équipe pour évaluer l'accord de paix. Cette activité a été menée et hier, au cours de la réunion du comité exécutif de suivi, c'était l'occasion de valider le rapport consolidé de cette évaluation de l'accord de paix, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons comme une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord. Autrement dit, les grandes recommandations retenues hier vont permettre à ce que les activités qui sont en cours pour la mise en œuvre de l'accord de paix, ce rapport consolidé soit la référence. Et en plus, il est question que ce rapport consolidé, cette évaluation de l'accord de paix, va être versé dans le dialogue républicain pour qu'on s'en serve. Concernant le dialogue républicain, que le chef de l'État avait annoncé aussi à la même occasion, il est question d'écouter beaucoup de gens, d'écouter les forces vives de la nation. Beaucoup de gens, vous l'avez appris, vous le savez comme moi, disent voilà, on n'est pas dedans, on n'est pas dans l'accord, on n'est pas associés. Le chef de l'État décide d'associer tout le monde. Il va écouter tout le monde. Or, ce qui va provenir de cette écoute, de ces consultations, le chef de l'État appréciera ce qu'il va faire de ces revendications, de ces forces vives. Naturellement, comme il est à l'écoute de son peuple, faire en sorte que les préoccupations les plus importantes soient prises en compte dans la conduite des affaires de la nation. Donc, cette consultation va commencer ce lundi, le 19, et va se dérouler sur l'ensemble du mois d'avril. Et à la fin, il y aura un rapport global qui devra inspirer le chef de l'État et son gouvernement dans la suite des actions à mener par rapport à ce dialogue républicain. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ça prévoit autant les consultations nationales incluent les forces vives de la nation, comme vous l'avez souligné, mais est-ce que cela veut dire que le dialogue en lui-même n'intégrera pas directement, enfin, les voix seulement qui seront collectées lors de la consultation nationale seront prises en compte, ou est-ce que les forces vives de la nation, les jeunes et les femmes inclus, seront aussi dans la salle de discussion lors du dialogue? Naturellement. Nous avons sur le chronogramme, vous avez des associations de jeunes, de femmes, des partis politiques, tout ce qui compte dans ce pays. Oui. Tout ce monde là-bas, les syndicats, les autres, ils seront tous écoutés. Et ce qui va se dégager de ça, eh bien, le chef de l'État et son gouvernement vont travailler pour rendre ce à quoi les Centrafricains veulent, que le résultat de ces consultations soit porté dans la politique de ce pays. D'accord, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, et je me tourne vers vous, Emery. Que vous disent ces consultations? Et en quoi, dans votre position, en fait, représentant de la jeunesse au niveau du comité exécutif, quel est pour vous le pas en avant que ça apporte dans la mise en œuvre de l'accord? Non, en fait, vous savez, lors de la signature de cet accord APPR-là, comme je vous ai dit, ça concerne seulement les groupes armés et le gouvernement. Et cette fois-ci, nous avons un autre défi sécuritaire par rapport aux événements qui viennent... et qui se poursuivent. Voilà, et qui se poursuivent également. Donc également, le chef d'État a décidé d'entendre tout le monde, prendre en considération toutes les propositions et voir un peu à peu près, parce que nous, le chef d'État avait dit l'APPR, l'accord de paix, est l'unique cadre d'échange, de discussion et de dialogue. À la fin, il y aura un dialogue. Mais ce qui est sûr et certain, ce qui va être tiré de ce dialogue-là sera intégré dans l'APPR, parce que nous ne voulons pas avoir un nouvel accord. Donc nous allons rester seulement dans ce cadre et tenir compte des nouveaux aspects sécuritaires et prendre en compte également de toutes les propositions venant de toutes les couches sociales en République centrafricaine. Donc voilà, je pense que
C'est dans cette optique que le chef Vous d'État avez a une vision décidé. positive, au fait, de la démarche. Voilà. Nous avons une vision positive. Cette fois-ci, on associe tout le monde. Or, dans l'accord, il y avait seulement les groupes armés et le gouvernement. Mais cette fois-ci, il va falloir associer tout le monde. Parce que cela concerne tout le monde cette fois-ci. Merci beaucoup. Maxime, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Au fait, la réponse à votre critique à l'accord tout à l'heure, je pense, c'est une réponse a été donnée. Vous avez souligné le fait que l'accord a été critiqué, et perçu par les populations comme un accord seulement entre le gouvernement et les groupes armés. Mais voilà, comme vient de l'expliquer Monsieur l'ambassadeur, voilà une brèche qui s'ouvre et qui donne une place un peu plus importante maintenant à la voix des forces vives de la nation. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous ressentez toute cette dynamique? Oui, effectivement. C'est une bonne initiative qu'a pris le président de la République. Vu la situation que le pays traverse présentement, il faut qu'il y ait une solution définitive. Mais l'on ne doit pas se perdre de vue parce qu'il faut qu'il y ait aussi une place pour la justice dans tout ce que nous faisons. Parce que lorsqu'on met beaucoup plus l'accent que sur le dialogue, et on met de côté la justice, parce que dans tout ce qui s'est passé dans le pays, on doit procéder à la vérification. Parce que dans ce qu'on va vivre, il y aura bientôt peut-être ce cadre de concertation ou des consultations à la base qu'on va le faire. Vous allez voir qu'il y aura des cris de cœur. Les gens vont commencer à dire ce qu'ils ont subi dans leur propre intérieur, dans leur propre chair, tout ça, etc. Et donc, lorsqu'on parle de réparation, c'est-à-dire d'échange, de dialogue, tout ça, il faut qu'il y ait aussi une partie réservée pour la réparation. Il faut que la justice fasse aussi également son travail de côté. Mais si on va mettre seulement l'accent sur l'accord, parce que là-bas, il y aura juste une assise, et ça sera une assise, je dirais, peut-être des vainqueurs. Il n'y a que les plus forts qui pourront participer à ce cadre d'échange, De à qui ce on parlait dialogue. de plus fort? Voilà, plus fort, ça sera peut-être entre le gouvernement et les partis politiques qui sont encore debout et peut-être des groupes armés qui sont sur leurs deux pieds. Peut-être ils vont s'imposer par tous les moyens pour y faire part. Effectivement, donc ça sera une assise des vainqueurs de plus forts. Et donc, ce qui est sûr, il y aura aussi tout ce qui va assortir de ce cadre d'échange, ça sera encore un nouveau accord qui peut-être va créer des possibilités aux uns et des autres, peut-être de participer à la vie, parce qu'au regard de droit, il y a certaines personnes, normalement, en tant que juristes, qui ne devaient même pas participer aux choses publiques pour le moment, au regard de droit, vu leur passé, vu toutes les atrocités qu'ils ont commises dans le pays. Normalement, ça, je le dis en tant que juriste. Et si je qualifie les faits à leur juste valeur, normalement, il y a certaines personnes dans ce pays qui ne devaient même pas, avec eux, on ne pouvait pas s'asseoir comme ça autour d'une table pour discuter. Ils ne pouvaient que discuter devant la justice. C'est là-bas qu'ils devaient se justifier devant la justice. Et c'est ça aussi une manière de consoler la population. C'est aussi une manière de consoler la population, de consoler aussi les victimes, d'une part. Donc voilà à peu près le ressenti que vous avez. Et je me tourne vers le président du Conseil, le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse, parce que les points soulignés par Maxime, c'est au fait plus je dirais que c'est un ramassis aussi de tout ce que les gens peuvent imaginer autour du travail qui est fait sur l'accord et autres. Et vous, je sais que le Conseil sera représenté aux consultations la semaine prochaine, et ce sera intéressant d'entendre au fait comment vous vous préparez au fait à ces consultations, comment vous mobilisez au fait la voix de la jeunesse que vous représentez au niveau national. Merci beaucoup, Kissi. Je voudrais d'abord saluer l'effort que le chef d'État est en train de déployer pour entendre tout le monde. Parce que nous savons du reste qu'on lit les bœufs par la corne, mais les hommes par la parole. Les hommes doivent s'asseoir pour parler. Et c'est le plus important. Ce que Brézien avait décrit tout à l'heure, parce qu'accord politique, entre groupes armés et gouvernement, vous voyez, il y a un malentendu jusqu'à ça s'est un peu dégénéré. Mais nous pensons que ça peut encore être rattrapé. Et donc aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse, comme à l'accoutumée, chaque fois que lorsque nous sommes invités à des échanges à un niveau un peu élevé ou avec les autorités, nous organisons des rencontres, des assemblées générales extraordinaires pour consulter les leaders des jeunes. Il y a les présidents des différents conseils. Les présidents des différents conseils d'arrondissement. Donc, les leaders de chaque arrondissement, on pose le problème. Et maintenant, chaque président fait des propositions. Et ce sont ces propositions-là que nous allons les analyser et que nous allons faire sortir l'idée générale, et cette idée sera validée avec les autres. Et ce message sera remis à la présidente du conseil, et c'est elle maintenant qui va porter la voix de la jeunesse. Donc nous voudrions d'abord être unanimes
au niveau de la base avant de prendre une position. Et c'est ça la coutume au niveau du Conseil. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever à tutelle pour aller dire, bon, ben, c'est parce qu'on est membre du bureau, je suis le SG, je dois aller. Non. Même si on est invité, on a déjà, je pense qu'on a déjà l'invitation, donc les gens sont en train de se concerter là-bas. Oui. Une fois que je finirai ici, je vais les rattraper. Les gens sont en train de se concerter. Après la concertation, nous allons dégager le message qui sera porté par la présidente. Alors, je tiens à souligner l'importance de cette consultation. Parce que ce qui, de fois, fait en sorte que le pays puisse chavirer, c'est le manque de dialogue et de concertation. Et aujourd'hui, cette concertation est la bienvenue et elle est arrivée à point nommé. Donc, chaque organisation invitée doit se préparer. Il ne faut pas que ce soit seulement nos sentiments, mais il faut que ce soit des aspirations qui ressortent de la base pour que également les autorités puissent prendre effectivement en compte. Et c'est en prenant en compte qu'on pourra espérer à une paix durable. Parce que lorsque nos aspirations sont prises en compte, ce qui est sûr, nous ne serons pas frustrés. J'ai toujours tendance à dire aux jeunes, j'ai toujours tendance à dire aux leaders, aux autorités que c'est la somme des frustrations qui crée ce qu'on appelle la révolution. C'est la somme des frustrations qui fait qu'aujourd'hui, les gens se rebellent. Et donc, si aujourd'hui, nos aspirations, nos besoins sont pris en compte, j'espère qu'il n'y a pas de frustration. Et lorsqu'il n'y a pas de frustration, on ne peut pas parler d'un groupe, on ne peut pas parler de guerre, on ne peut pas parler de... Mais on parlera du développement, on parlera de l'épanouissement. Donc voilà ce que je pourrais... Merci beaucoup, Emery. Je me tourne rapidement vers Gilles Christ, pardon. Je me tourne rapidement vers Monsieur l'ambassadeur. Gilles Christ et je pense aussi Emery et Maxime ont parlé de l'importance de la tension entre les aspirations et les sentiments. Et aujourd'hui, quel est le conseil ou bien quel est, le conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse centrafricaine qui s'engage, qui est déjà engagée et qui va continuer au fait à le faire la semaine prochaine et dans les mois à venir? Merci beaucoup. On travaille beaucoup avec les jeunes et en travaillant avec les jeunes, nous avons le sentiment aussi quelque part, nous, malgré notre âge, d'être un peu jeunes. Ce qui est important dans cette affaire, notre collègue a parlé de la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Mais la politique et la justice doivent cohabiter. Si vous regardez le discours du chef de l'État lors de son investiture, il a mis l'impunité zéro comme la préoccupation majeure de son second mandat. La justice doit être la clé de ce que nous faisons. Il n'y a pas une autre voie. Alors, les préoccupations, il y a les perceptions, il y a ce que l'on croit. Souvent, les gens n'ont pas nécessairement les informations nécessaires. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement est conscient que tout ce qu'il doit faire, il doit le faire au nom de ce pays et partant au nom de la jeunesse et au nom des femmes et des filles de ce pays. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, c'est dans le programme. Quand vous regardez le bilan du premier mandat, quand vous regardez le programme qui est projeté pour le second mandat, eh bien, je crois que toutes les préoccupations des jeunes et d'autres personnes composant de la société centrafricaine sont prises en compte. Attendons voir, surtout appuyons ces actions là-bas parce que ce sont des actions qui nous intéressent, qui intéressent les jeunes. Appuyons surtout ces actions et boostons ce que nous devons booster pour l'intérêt de ce pays. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je tiens à remercier tous nos invités autour de la table d'avoir participé à cette rencontre aujourd'hui de Jeunesse en Action. Et je vous remercie de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, cette jeunesse centrafricaine continue à s'engager. Elle est engagée non seulement pour la construction de la paix, et les dernières émissions nous ont montré qu'elle est aussi engagée sur les questions de développement. Alors, il y a de l'espoir qui est toujours là pour la République centrafricaine. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition de Jeunesse en Action.